Rendez-vous les 2 et 3 novembre au Centre des Congrès de Grenoble pour le 6e Congrès Innovation en éducation. Un magnifique événement qui va regrouper plus de 700 personnes de la France entière, tous passionnés par l'éducation. Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre votre billet, allez sur le site Congrès Innovation en éducation que vous trouverez facilement sur un moteur de recherche. Je vous dis à très vite les amis. Le principal obstacle au bonheur, c'est nos propres pensées. C'est pas quelque chose d'extérieur à soi. Le bonheur pour moi, c'est la liberté. Pour moi, c'est très simple en fait, le bonheur. C'est juste être. Bienvenue sur le podcast C'est quoi le bonheur pour vous ? Je m'appelle Julien Perron, je suis le réalisateur du film C'est quoi le bonheur pour vous ? Pendant plus de 4 ans, je suis parti à travers le monde pour interviewer 1500 personnes autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tiffaine Gualdin. Tiffaine est une aventurière dans l'âme. Passionnée par l'entrepreneuriat social, son engagement dans des projets à impact positif l'a amenée dès son adolescence à parcourir le monde et notamment le continent africain. Coach et conférencière, elle anime le podcast Oser l'aventure d'être soi et crée des accompagnements, programmes en ligne et ateliers pour amener les futurs entrepreneurs à entreprendre durablement en conciliant l'impact, la prospérité économique et l'écologie personnelle. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Moi, ça va très bien. La dernière fois qu'on s'est retrouvé en live, c'était pour le magazine Innovation en éducation, pour le numéro 22 précisément, autour de la famille, avec pour titre « La famille, c'est compliqué ». Tiens, d'ailleurs, je pourrais vous remontrer la page de couverture du magazine, parce que parmi vous, je sais qu'il y en a qui sont abonnés, donc vous avez dû le recevoir là dans votre boîte aux lettres. Encore une petite pépite, hein, c'est pas du tout pour nous jeter des fleurs, mais c'est vrai qu'on est très content à chaque fois du contenu. C'est pas nous qui rédigeons les articles, on fait appel à des professionnels sur des secteurs très très précis. Et à chaque fois, on est vraiment très honoré d'ailleurs de beaucoup de personnes qui souhaitent participer au magazine et qui, pour le coup, nous font des articles qui sont vraiment sublimes, quoi. Donc, un grand merci à eux si un jour vous écoutez cette vidéo. Je vais vous montrer, en attendant que vous arriviez sur le plateau, je vais vous montrer une petite vidéo qu'il faut que je retrouve, qu'on a créée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous, qui est devenu un vrai écosystème avec plusieurs choses. Donc, il y a un congrès. Le congrès C'est quoi le bonheur pour vous ? La première édition, c'était au mois de novembre dernier, en 2023. Et donc là, la prochaine édition, ça sera le 12 et le 13 juillet au Centre des Congrès d'Arcachon en 2025. On va d'ailleurs bientôt mettre la programmation en ligne, donc suivez ça de tout près. C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est un jeu de cartes aussi que vous pouvez trouver un peu partout, à la Fnac, sur Amazon, dans les librairies, partout en France. C'est devenu aussi 2 livres. C'est quoi le bonheur pour vous ? En chemin vers soi. Et c'est quoi le bonheur pour vous ? En quête de sens, qui sont édités par la maison d'édition Erol. En quête de sens va sortir le 31 octobre, donc dans un petit peu plus d'un mois. Et puis, c'est également un film, C'est quoi le bonheur pour vous, que vous trouvez maintenant sur YouTube. Donc, on a fait une petite vidéo qui parle un peu de tout ça, et on se retrouve tout de suite après. Et j'oubliais, C'est quoi le bonheur pour vous ? C'est aussi un podcast, bien évidemment, que vous retrouvez un peu partout sur toutes les plateformes. Je crois qu'on en est déjà à 170 épisodes qui ont été publiés. On a plus de 200 000 écoutes. Grand merci à tous les auditeurs. Grand merci. Je vais faire apparaître Tiffaine. Hello Tiffaine. Bonjour Julien, bonjour à tous. Ravi d'être avec vous. Eh ben, bienvenue parmi nous. Petit aparté, aujourd'hui on fait on échange ensemble parce que tu m'as interviewé toi aussi sur ton podcast. Et j'ai bien aimé l'énergie qui a circulé pendant cet échange entre nous. Et donc, je me suis dit, tiens, ça pourrait être intéressant de t'interviewer, parce que j'ai été voir du coup ce que tu faisais, bien évidemment, et j'ai trouvé ça intéressant et pertinent. Tu me disais que tu revenais d'une conférence à Bruxelles. Enfin, tu vas nous raconter tout ça. C'est ce qu'on appelle une globe-trotteuse nomade. Tu peux travailler un peu comme moi, un peu partout dans le monde, comme ça, pendant tes déplacements. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Tiffaine, qui es-tu ? D'où viens-tu ? Que fais-tu ? Dis-nous tout.
Avec joie, déjà, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis très honorée d'être avec vous, un petit peu intimidée aussi, mais j'adore ces sensations-là, tu sais, à la fois de la peur et de l'excitation. Donc moi, je m'appelle Tiffaine Gualda, j'ai 30 ans. J'aime bien dire que je suis passionnée depuis mon adolescence par l'entrepreneuriat, par le voyage, par l'aventure. J'ai commencé jeune, ma quête de sens, et très jeune, en fait, dès mon adolescence, je me suis engagée dans des projets à impact positif, dans des projets d'entrepreneuriat social, qui m'ont amenée à parcourir le monde, et notamment le continent africain, dont je suis tombée amoureuse et sur lequel je vis aujourd'hui, puisque je suis basée au Sénégal en hiver et en Afrique du Sud en été, où je vis avec mon compagnon. Et on adore explorer, voyager à moto. On fait aussi beaucoup de surf dans ces deux endroits du monde. Donc ça, c'est plus le volet perso. Et du côté professionnel, je suis entrepreneur depuis plus de 3 ans. J'ai une activité de coaching en reconversion professionnelle et en création d'activités. Donc, j'accompagne des personnes qui sont plus épanouies dans leur vie professionnelle et qui veulent avoir un métier qui a plus de sens à oser se reconvertir ou entreprendre dans une activité à impact positif. Et j'accompagne aussi des entrepreneurs qui sont déjà lancés et qui ont envie de pouvoir continuer à déployer leur posture, leur état d'esprit pour pouvoir pérenniser leur activité et démultiplier leur impact. Voilà, et puis il y a d'autres projets qui sont greffés autour. J'organise des retraites, des immersions au Sénégal. J'ai un podcast, Oser l'aventure d'être soi, sur lequel je me réjouis de t'avoir reçu la semaine dernière. Notre épisode est sorti. Voilà, donc tu vois, j'utilise en fait différents supports, un petit peu comme toi, au service d'une même vision. Et pour moi, cette vision, c'est vraiment que chacun en fait ose créer la vie et le métier qui l'inspire profondément et qui contribue positivement au monde sans compromettre en fait ses valeurs, son temps, son énergie. Donc il y a vraiment chez moi une forte vision de l'entrepreneuriat durable. On aura peut-être aussi l'occasion d'en parler. Voilà ce que je peux te partager en introduction, et puis on va voir ce qui va s'inviter dans cet échange. Oui, j'ai déjà tout un flot de questions qui me vient à l'esprit. Alors tu sais, moi j'ai créé mon entreprise, donc j'avais 23 ans à l'époque. Moi je suis né en 78, donc j'avais 23 ans. Donc si je calcule bien, toi tu l'as créé vers 27 ans. Ouais, 26, j'étais en chemin vers les 27. Okay, ouais, c'est ça. Et alors les choses ont évolué, bien évidemment, mais moi à l'époque j'avais l'impression d'être un peu seul dans ma génération à me lancer, à créer une entreprise. Dans des conditions qui étaient les miennes. Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à 26 ans, donc 27 ans, à te dire, voilà, moi, je vais me lancer et je vais impacter le monde positivement, et puis en plus, je vais aider des gens, quoi. Ouais, j'adore ta question. Et ben en fait, pour moi, ça n'a même pas commencé à 26 ans, tu vois, ça a commencé presque 10 ans plus tôt, puisqu'en fait, à 15 ans, j'ai ma maman qui a fait un burn-out qui a été très violent, ça a duré des mois, elle a été hospitalisée. Et en fait, pour moi, la quête de sens, tu vois, elle a démarré très, très jeune. Et très jeune, je me suis dit, en fait, le schéma de la société un petit peu classique qu'on nous propose, de faire des grandes études, d'avoir un CDI dans une grande entreprise, avec une grande maison, des enfants, un mari, etc. Je me suis dit, oh là là, c'est pas du tout ça la recette du bonheur. Et si c'est pas ça, et un peu comme toi, tu vois, cette même question, mais si c'est pas ça, alors qu'est-ce que c'est ? Et cette même année, j'ai décidé avec une amie d'enfance de participer, enfin de créer en fait un projet d'aide au développement au Ghana. Donc j'avais 15 ans, on est parti l'année suivante. Et pour moi, ça a été une révélation parce qu'en fait, à plusieurs niveaux, donc déjà, j'ai découvert ce continent africain dont je suis tombée amoureuse. J'ai compris en fait à quel point on pouvait être acteur, tu vois, de la vie qu'on a envie de créer, qu'on n'est pas obligé de subir une situation comme ça qui nous déplaît, mais qu'on peut vraiment en fait décider de la vie qu'on a envie d'avoir. Et surtout, je suis vraiment très chanceuse d'avoir connecté à ça très jeune, ce sentiment de contribution, tu vois, pour moi, ça a été hyper profond, hyper puissant. Et en fait, à 16 ans, j'ai compris que moi, ce qui m'animait profondément, c'était vraiment de créer des projets qui ont du sens et de l'impact. Et donc, ça a commencé comme ça. Et puis, j'ai continué à vouloir m'engager pendant mes études, où je suis devenue présidente d'une association d'entrepreneuriat social à l'âge de 22 ans. Donc, tu vois, c'était déjà là et c'était extraordinaire. On menait des projets à la fois en France et en Afrique de l'Ouest. On a d'ailleurs remporté à l'époque la compétition nationale d'entrepreneuriat social. Donc j'ai eu la chance d'aller représenter nos projets en Afrique du Sud. C'est comme ça que j'ai rencontré l'Afrique du Sud en 2015 à Johannesburg et aussi au Canada. Et tu vois, c'était génial. Moi, j'avais la sensation que j'avais tout compris parce que je me disais, ça y est, il y a le sens, il y a l'impact, etc. Sauf qu'en fait, je travaillais tellement, j'étais tellement passionnée que je mettais pas du tout de limite. Et donc, j'étais tout le temps présente pour mon équipe. Je travaillais un petit peu, tu vois, comme ça, presque jour et nuit.
jusqu'au moment où en fait je me suis rendu compte, voilà, j'ai été hospitalisée pour suspicion d'AVC à 22 ans. Donc là, Waouh. j'ai pris une bonne claque. Et heureusement, c'était pas ça, c'était vraiment un coup de fatigue. Mais là, en fait, j'ai réalisé qu'on peut aussi faire un burn-out d'une activité qu'on aime bien. Et ça, on le sait trop peu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les entrepreneurs sociaux, chez les gens qui sont passionnés. Voilà. Et en fait, moi, ça a été vraiment, tu vois, l'engagement. Donc, j'ai commencé après, par la suite, à travailler dans une fondation d'entreprise au Sénégal et en Tunisie. Donc, il y avait encore à chaque fois cet appel du continent africain. Et puis, c'était génial. Encore une fois, j'étais engagée sur plein de projets passionnants, d'agroécologie, d'émancipation des femmes, d'électrification d'écoles avec des panneaux solaires dans des villages de brousse. Et j'adorais mon métier, j'adorais ce que je faisais. Seulement, ce qui m'a amenée à l'entrepreneuriat, ça a été le constat que, donc voilà, peut-être que j'avais à cette époque, tu vois, 24-25 ans, et je voyais en fait plein de jeunes de ma génération, donc tout jeunes diplômés, sortir d'école, intégrer le monde de l'entreprise et déjà en fait être soit en situation d'épuisement professionnel à 25 ans, soit en fait arriver dans un monde du travail dans lequel ils ne se reconnaissent pas du tout, qui ne correspond pas du tout à leurs valeurs, à ce qu'ils ont envie d'apporter finalement au monde. Et en parallèle de ça, de plus en plus de personnes qui ont envie de s'engager, qui ont envie d'avoir un impact positif sur la société, sur l'environnement, mais qui n'osent pas en fait se lancer parce qu'on a tout un tas de peurs. Et tu vois, la peur, et je te le disais un peu ce stress en début qui est déjà d'ailleurs parti, mais en fait la peur, en fait, pour moi, c'est vraiment l'élément qui nous empêche de passer de l'un à l'autre. Et voilà. Et l'entrepreneur social en moi s'est dit, moi, c'est là que j'ai envie d'agir pour accompagner les personnes à faire la transition. Et une fois qu'elles se sont lancées, en fait, ça ne s'arrête pas là parce qu'il ne suffit pas de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est comment est-ce qu'on crée des transformations qui soient durables, comment est-ce qu'on entreprend durablement. Et pour moi, aujourd'hui, ça passe vraiment par cette notion de concilier à la fois l'impact, la prospérité économique parce qu'on a besoin d'argent pour que nos projets soient durables et cette notion d'écologie personnelle. Donc finalement, comment est-ce qu'on crée des entreprises qui soient profondément à notre service et non l'inverse et qui soient au service du vivant en nous et autour de nous. Voilà, pour répondre. Merci. En fait, ce que tu dis, ça me fait... Enfin, on pourrait tenter assez facilement de dire que c'est peut-être plus facile pour toi. Non, je m'exprime, tu vois, parce que tu as eu en fait cette chance quelque part à 16 ans de te dire, voilà, je sais ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de me lancer là-dedans et je trouve ça vraiment génial. Tu sais, moi, je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, donc je peux constater qu'il y a quand même une grande partie de la population qui a, dans ta tranche d'âge, ou voire même plus jeune, qui savent pas en fait très clairement qu'est-ce qui les fait vibrer, ce qu'ils ont envie de faire, ce qui les met en joie, ils se connaissent à peine. Donc, on pourrait tenter quand même assez facilement de dire que oui, quelque part, tu as eu un peu de chance. Mais en même temps, en t'écoutant, tu as l'air de dire que, en tout cas, sûrement dans ton microcosme, qu'il y a plusieurs jeunes de ta génération qui sont aussi en mouvement et qui, à leur manière, avec leur talent, leur énergie, leur réseau, ce qu'ils sont, impactent aussi positivement notre société. C'est vraiment le cas. Est-ce que c'est pas ton microcosme ou est-ce que tu as l'impression que c'est quand même beaucoup plus général que ça ? Alors, tu vois, j'aime beaucoup ta question parce que moi, c'est le constat que j'ai fait à l'époque pour ma génération, mais finalement, des personnes qui sont venues dans mes accompagnements, j'en ai eu de toute génération. Et j'ai eu d'ailleurs principalement des personnes entre, tu vois, 30, 45 ans, même des fois jusqu'à la cinquantaine, qui ont envie de s'engager. Donc, c'est pas uniquement propre. Moi, à l'époque, j'avais fait ce constat pour ma génération, mais en fait, ça touche, tu vois, globalement énormément de personnes qui viennent du monde du salariat. Et pour moi, en fait, j'ai pas trouvé un peu comme ça, tu vois, par la grâce, ce qui m'animait. J'ai d'ailleurs même pas cherché à le trouver. J'ai juste suivi profondément ma joie et j'ai répondu en fait à l'appel, tu vois, un petit peu de mon cœur, de mon âme, de cet appel du continent africain et cette envie de m'engager. Et c'est en m'engageant au service de ce qui me faisait vibrer que j'ai trouvé le sens et que j'ai trouvé ma voie, tu vois. Et donc ça, je trouve que c'est... que déjà, c'est pas forcément de la chance, c'est le courage, tu vois, de répondre à l'appel quelque part de son cœur, de son âme. Et c'est aussi le fait de se donner les moyens. Parce qu'à l'époque, le fait de réaliser ce voyage, donc j'avais 16 ans, ça nous demandait à peu près 3 000 € entre les billets d'avion et voilà, les financements pour le projet sur place. Et nos parents, à l'époque, déjà, je les remercie profondément de nous avoir laissé partir à cet âge-là, parce que t'imagines, on était quand même hyper jeunes, on n'était même pas majeurs, partir comme ça
sur le continent africain qui est beaucoup fantasmé et souvent d'ailleurs pas dans le bon sens. Et surtout, en fait, ils nous ont dit, si vous voulez partir, vous allez vous débrouiller pour créer vous-même les ressources de partir et nous, on ne va pas vous aider. Et donc, pendant 1 an, en fait, on a remué ciel et terre pour récolter les 3 000 € qui nous ont permis de partir. Et ça m'a permis aussi, tu vois, de connecter très jeune à cette idée de débrouillardise et de se dire, en fait, la plus grande excuse, et tu la connais aussi parmi les personnes qui ont envie de réaliser des rêves, des projets, de se reconvertir, avec le « j'ai pas le temps », c'est le « j'ai pas d'argent ». Et en fait, parfois, c'est vrai qu'on n'a pas les ressources, et tu le sais, tu l'as vécu aussi, mais quand on n'a pas les ressources, on a la capacité d'aller créer des ressources et de se mettre en chemin. Et nous, on a mis en place plein d'actions qui allaient de la recherche de subventions à la création d'événements, de concerts, de plein de choses qui nous ont permis en fait de récolter cet argent. À une époque, on n'avait pas de réseaux sociaux, on n'avait pas le crowdfunding, tu vois, c'était les tout débuts, mais on ne connaissait pas encore. Et pourtant, on a réussi à mobiliser ces ressources-là. Donc il y a une partie, je ne sais pas si c'est de la chance, tu vois, je dirais que c'est un peu de la co-création finalement avec la vie, l'univers, et de se dire, quand nous on se met en mouvement vers ce qui nous appelle, quand on se donne les moyens, et bien finalement la vie nous rencontre à la hauteur de ce qu'on est prêt à revendiquer pour nous. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Définitivement, c'est sûr. C'est pour ça que tu parles d'oser. À partir du moment où on se lance et qu'on met de l'énergie, qu'on focalise notre énergie sur quelque chose qui nous met en joie, alors là, c'est le summum. Bien évidemment, les choses s'orchestrent et c'est magnifique. Est-ce qu'on peut considérer que tu as évolué dans ton parcours, à titre personnel et professionnel, si j'ai bien compris, un peu dans le domaine de la connaissance de soi et du développement personnel, ou c'est arrivé bien plus tard? Parce que à t'entendre, tu vois, en filigrane, on sent qu'il y a déjà une conscience quand même qui est autour de la connaissance de soi et du développement personnel. Oui, complètement. Je dirais que c'est arrivé très jeune aussi, je pense lié au burn-out de ma mère, parce que très jeune, j'ai cherché des réponses, tu vois, et je me suis dit, mais comment c'est possible? En fait, je me suis dit, comment c'est possible de tout avoir en apparence, tu vois, et de se sentir finalement malheureux à l'intérieur. Et donc, j'ai cherché. Et moi, c'est beaucoup le voyage qui m'a apporté des réponses. C'est beaucoup le voyage, notamment sur le continent africain, tu vois, cette sagesse africaine, vraiment de cet art de vivre avec peu, avec l'essentiel, et d'avoir de la gratitude, en fait, d'avoir de la gratitude pour tout ce qui nous entoure, parce qu'il y a tellement de choses qu'on prend pour acquis en Occident. Et le fait vraiment de revenir, tu vois, à cet essentiel. Donc, c'est passé par là. Et puis, c'est passé par évidemment plein de lectures qui m'ont aussi nourri, qui m'ont aussi inspiré, qui ont façonné un petit peu, tu vois, cet état de conscience, notamment la présence, tu vois. Et je suis heureuse d'avoir croisé le livre d'Edgar Tolle à 22 ans, Le pouvoir du moment présent, à une époque où j'avais beaucoup d'angoisse sur... en fait, ça me paraissait vertigineux parce que je sentais que j'avais envie de vivre à l'étranger, je sentais que j'étais capable de créer voilà un petit peu ce que j'avais envie, mais en même temps, quand le champ des possibles est si grand, tu vois, il y a une espèce de vertige de se dire waouh, en fait, j'ai aucune idée de où je vais vivre, de ce que je vais faire, avec qui est-ce que je vais vivre, et d'avoir ça, tu vois, face à moi, ça me semblait vraiment, j'avais beaucoup d'insécurité, tu vois, vis-à-vis de ça. Et par le voyage, par mes lectures, par cette vie aussi sur le continent africain, j'ai fini par comprendre que la sécurité, en fait, elle est à l'intérieur de soi. Et plus on va se sentir en sécurité à l'intérieur de soi, plus on trouve cet ancrage à l'intérieur, plus ça permet d'avoir cette vie, tu vois, un petit peu comme ça, en mouvement, où en fait, on a cette confiance que quoi qu'il arrive, on a les ressources pour dépasser. Et tu vois, tu parlais de peur. Moi, la peur, quand tu dis ça, on a l'impression que ça a été facile, c'est vrai. Ça peut donner cette impression-là. Et pourtant, j'avais tellement de peur sur le chemin. Et ce que ça m'a vraiment demandé, c'est d'apprendre à cultiver mon courage. Et ça, pour moi, c'est l'une des plus belles qualités d'être qu'on puisse développer, parce que c'est ce qui nous permet vraiment d'oser, en fait, réaliser nos rêves et nos projets. Ce qui est rigolo, c'est que tu sais, moi, je voyage plutôt beaucoup quand même depuis une vingtaine d'années. Il y a à peu près 6 mois de l'année où je suis en déplacement. Et ce que je remarque avec les années, c'est pour croiser du coup beaucoup de personnes qui voyagent. Alors, pas forcément des auto-entrepreneurs ou des gens qui bossent aussi à distance, mais des gens qui voyagent, tu sais, juste pour le plaisir de voyager. Depuis de nombreuses années, on fait quand même tout le temps le même constat. On dit tous que c'est le meilleur outil en développement personnel qui existe. Et je trouve ça dingue que, encore en France, tu vois, on soit l'un des rares pays en Europe, justement, à pas pousser nos enfants, à pas pousser les étudiants, je sais pas, arriver au bac, par exemple, ou arriver à 18 ans, à faire stop, faites une pause pendant 1 an et partez juste une année, partez à l'étranger, pas forcément loin, mais ne serait-ce qu'à l'étranger. Et vous allez revoir, en fait, quand vous allez revenir, vous allez être complètement différent. Ouais, absolument.
quelle chance d'avoir vécu ça aussi. Enfin, tu vois, bon, je dis chance, mais évidemment, tu t'es donné les moyens, hein, qu'on se comprenne bien. Quand je dis chance, pour moi, c'est que comme ça touche pas 99% de la population, tu vois, qu'on reste encore une poignée d'individus à avoir vécu ça, pas à travers nos choix, hein, bien évidemment, hein. Mais je me dis, ouais, je trouve ça génial. Plus on commence tôt, plus on commence à vivre en fait ces expériences le plus tôt possible, plus voilà, on peut créer sa vie de rêve. Et moi, c'est ce qui m'anime à transmettre, à semer ces graines-là. Et tu vois, tu parles de chance, et il y a une chance qu'on a tous en tant que Français, j'imagine majoritairement, qui nous écoutent, c'est qu'on a un passeport qui nous permet d'aller dans la majorité des pays du monde. Et moi, tu vois, je vois tous mes amis africains, que ce soit mes amis sénégalais, mes amis Ah ouais, sud-africains, ils n'ont pas cette chance. Ils n'ont pas cette chance. Et parfois même, donc déjà potentiellement, ils ont même pas les moyens de voyager, mais quand bien même, ils n'ont pas la possibilité. Et même en Afrique du Sud, tu vois, là où certains gagnent bien leur vie, certains sont parfois même payés en dollars, etc. Pourtant, ils peuvent pas. Ils peuvent pas aller en France comme nous, on peut aller en Afrique du Sud. Et c'est donc, ça. on a aussi tous cette chance-là, pour le coup, qui nous est donnée de naissance. Et elle Ouais. est partagée avec chacun, pour chacun d'entre nous. Et il suffit de s'en saisir. Oui, c'est ça. Alors, assez souvent, je sais pas si c'est le cas aussi pour toi, moi j'entends à travers le voyage, voilà, moi j'ai pas l'argent justement pour Mmh. voyager. Mais moi je dis qu'il faut pas forcément de Mmh. l'argent pour voyager, quoi. Il suffit de me suivre d'ailleurs à travers les réseaux. Vous voyez bien que je bivouaque plus que je dors dans des hôtels ou dans des gîtes. Pour moi, le voyage, vraiment, c'est pas une question d'argent, c'est une fois de plus, c'est une question d'envie. Est-ce que tu partages aussi cette idée? Oui, je partage complètement cette idée. Et tu vois, l'exemple qui me vient, c'est pas le mien, mais c'est celui de mon compagnon qui a réalisé en 2019 un grand voyage à moto où il est parti de France, il est descendu jusqu'en Afrique du Sud et il avait très peu de ressources. Avec lui, il avait sa moto, il avait son courage, son sourire en bandoulière, tu vois, comme ça, et il a beaucoup dormi chez l'habitant. Il a beaucoup campé, il a beaucoup été reçu. Et en fait, c'est ça aussi qui est génial, c'est que quelque part, encore une fois, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on va être obligé de se débrouiller. Tu vois, ça va être l'art de la débrouillardise. Et la débrouillardise, ça va être d'aller oser demander à des locaux de nous héberger, d'aller à la rencontre des gens. Et on se rend compte, et c'est vrai pour le continent africain, il y a une hospitalité qui est extraordinaire. J'imagine que c'est vrai aussi dans d'autres endroits du monde. On est accueillis, en fait, on est accueillis parce que les voyageurs ont cette, ouais, tu vois, les gens ont envie en fait de se mettre au contact C'est d'eux, de curieux. connaître leurs histoires, ont cette curiosité exactement. Et donc moi, je partage ton avis, on n'a pas forcément besoin d'argent. Par contre, on a besoin d'être débrouillard. Ça, pour Ouais. moi, et on n'a pas forcément besoin d'être débrouillard en partant parce qu'on peut le développer, tu vois, Oui, en chemin. oui, c'est ça. Exactement. Et je t'ai vu d'ailleurs partager il y a pas longtemps la citation de Mike Horn de se mettre en chemin avec 5% des réponses parce que les Mais oui, 95 restants de toute façon viennent en chemin. Et exactement. donc, pour moi, c'est vraiment ça qui est important. C'est de s'autoriser, en fait, à se donner la première impulsion. Et on n'a pas besoin de partir tout de suite faire un grand voyage. Parfois, ça peut être d'aller dans un pays voisin, tu vois, en Espagne, en D'accord. Italie. Mais de vraiment, pour moi, ce qui est important, c'est de voyager en conscience, tu vois. Et donc, pas voyager pour voyager, pas le voyage simplement pour la destination, mais vraiment pour ce que ça va nous amener en chemin, pour les rencontres qu'on va tisser, d'avoir de la curiosité pour ce qu'on va découvrir, de se mettre dans une posture du débutant aussi, tu vois, vis-à-vis du pays qui nous accueille. Et c'est là, en fait, où il va se passer des choses magiques, quand on est dans cette posture d'ouverture et de curiosité face à ce qui peut se passer. Tout à fait, mais tu peux faire même ça dans ton propre pays, hein. Tu es pas obligé Dans ta de. région, Ouais, absolument. exactement, dans ton Complètement. département. Enfin, moi, quand j'habitais à Paris, c'est ce que je faisais autour de moi, hein. J'avais pas de sous, donc je prenais le RER et bien, tu es limité à Mmh. un à un certain nombre de kilomètres, mais il y avait déjà quand même pas mal de choses à explorer. Toujours autour du voyage, ce qui me vient à l'esprit, c'est que pareil, tu vois, pour les gens qui nous écoutent, on pourrait se dire: «Ah mais ouais, mais elle est jeune, alors c'est plus simple pour elle et tout de partir». Tu vois, j'entends souvent des choses comme ça. Alors, moi, il y a une partie de moi qui pourrait me dire: «Oui, pourquoi pas», mais encore que c'est très différent d'un humain à un autre. Moi, je crois vraiment qu'il y a encore cette notion d'oser. Est-ce que tu penses qu'à n'importe quel âge, tu vois, imaginons, je sais pas, il y a des personnes qui nous écoutent qui sont, plus vieilles que toi, qui se disent: «Ouais, mais moi, tu vois, moi, oh là là, moi, voilà, j'ai plus l'âge, en fait, de faire des choses comme ça». Qu'est-ce que tu penses de ça? J'adore ta question. J'ai un autre exemple qui me vient en tête. C'est un vieil oncle dans ma famille que j'adore. Et je dis, voilà, je dis vieux parce qu'il a peut-être 92 ans, tu vois, 92, 93 ans. Lucien, il s'appelle. Et Lucien, c'est quelqu'un de ma famille qui a été toute sa vie, il a travaillé comme ça à l'étranger et il continue. Donc, il a 93 ans. Il continue de faire du tennis 2 fois par semaine, de marcher 5 kilomètres, d'écrire. Et notamment, il a un projet de forage en Mauritanie.
Et il continue, ça fait maintenant 3 ou 4 ans, il a équipé grâce à voilà, des contacts, etc. qu'il avait. La 3e plus grande ville de Mauritanie en eau, qui s'appelle Kifa, et il continue, tu vois. Et il a 92 ans. Et je pense à mon grand-père que j'ai visité il y a 3 jours, qui est en train d'apprendre le corse, tu vois, et il apprend. Et, voilà. Et en fait, c'est une façon de voyager aussi pour lui. Donc, encore une fois, on n'est même pas obligé de sortir de chez soi, mais il a un voisin qui est corse, et il apprend le corse, et il voyage à travers ça. Et donc, en fait, quel que soit l'âge qu'on a, encore une fois, pour moi, c'est d'avoir de la curiosité. C'est d'avoir de la curiosité, et puis c'est d'avoir de l'envie, tu vois, de se mettre en mouvement. Et il n'y a pas d'âge pour voyager. Il n'y a pas d'âge pour voyager. Pour tout, en fait, pour apprendre, pour... Bien ouais. sûr. Tu crois que ça s'apprend, justement? Le fait d'apprendre à oser, quelle partie? Est-ce qu'on apprend à apprendre? Ouais, je crois que ça s'apprend. Il y a quelque chose pour moi qui est important, c'est vraiment de se donner l'autorisation d'être débutant. Et tu vois, j'en ai parlé dans la conférence donc, que j'ai donnée ce week-end à Bruxelles, où je parlais de la légitimité, parce que moi, ça a été un grand sujet, la question de la légitimité. Qui je suis moi pour partir comme ça au Ghana à 16 ans? Qui je suis moi pour me présenter présidente d'une association d'entrepreneuriat social à 22 ans? Et si j'étais pas à la hauteur? Et si j'étais pas assez compétente? Et si je décevais? Et si, etc. Et en fait, trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'on ne se donne pas l'autorisation d'essayer parce qu'on se met la pression que ce soit parfait tout de suite. Et ça, c'est un des plus grands freins à l'apprentissage parce qu'au lieu de viser la progression, on va viser la perfection. Au lieu de mettre son attention sur le processus, on va mettre son attention sur le résultat. Et c'est pareil avec la métaphore du voyage, tu vois. Au lieu de mettre son attention sur le voyage, on va mettre son attention sur la destination. Et ça, pour moi, c'est problématique. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on n'ose pas. C'est, encore une fois, c'est cette peur de ne pas être à la hauteur, tu vois. Et ça demande de cultiver son courage. Donc pour moi, oui, on peut apprendre à apprendre parce que ça demande de se donner l'autorisation d'être imparfait. Et ça, c'est même plus une question, tu vois, de désapprentissage finalement que d'apprentissage, parce que c'est pas du tout ce qu'on nous apprend à l'école, tu sais, où il faut donner la bonne réponse tout de suite, sinon soit on est moqué, soit on est... soit voilà, peut-être on est un petit peu rembarré, etc. Et encore une fois, tous les professeurs ne font pas ça, et il y en a qui font un travail qui est extraordinaire, bien sûr. Mais il y a quand même, tu vois, dans cette, on va dire globalement, dans ce mode d'apprentissage à la française, cette idée de devoir tout de suite avoir les réponses. C'est pareil dans l'entrepreneuriat, cette idée de devoir tout de suite réussir, là où certains pays anglo-saxons vont valoriser le fait d'avoir raté plusieurs entreprises, parce que ça signifie qu'on a développé cette résilience, qu'on a développé des ressources en chemin et qu'on a appris. Voilà, donc pour répondre à ta question, oui, complètement, ça s'apprend. Et ça passe par le fait de s'autoriser à être débutant. Bien évidemment. Ça veut dire que la résilience, tu l'as développée au fur et à mesure ou c'était déjà acquis pour toi? Non, je pense que c'était pas acquis. Moi, il y a quelque chose qui m'aide tous les jours à développer la résilience, c'est le surf. Parce que c'est tellement long d'apprendre à surfer, d'apprendre à bien surfer. C'est vraiment une école de l'humilité, c'est une école de la persévérance. Je me suis même demandé au tout début où j'apprenais le surf, je me suis dit, mais est-ce qu'on peut vraiment aimer faire quelque chose pour lequel on est fondamentalement nul, tu vois? Et en fait, ça vient en chemin et petit à petit, et là, tu vois, le mois dernier, j'ai participé à ma toute première compétition de surf en longboard en Afrique du Sud. Ça m'a demandé de m'autoriser à être débutante parce que clairement, je suis loin d'avoir un niveau qui est encore confirmé. Mais je suis fière, tu vois, d'avoir osé participer à cet événement. Et ça fait 6 à 7 ans pourtant, tu vois, que je surfe. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment un processus pareil d'apprentissage. Et là encore, pour moi, ce qui compte, c'est pas le fait de surfer en faisant des photos ou des vidéos, tu vois, qui vont être instagrammables, mais c'est vraiment tout ce que le surf va venir m'apporter à l'intérieur. Ce contact avec la nature, avec l'océan, la présence, les éléments, tu vois. Puis en Afrique du Sud, c'est magnifique parce qu'on a les montagnes qui se jettent dans l'océan, donc à 360 degrés, tu as un paysage qui est extraordinaire. Et puis, c'est la communauté de surfeurs, de surfeuses, tu vois, qu'il y a autour. Et donc, c'est encore une fois, c'est pas faire les choses juste pour le résultat et la photo que tu vas potentiellement afficher, mais en fait, c'est tout ce qu'il y a autour et tout ce que ça va t'amener aussi à l'intérieur. Et là, je parle du surf, mais en fait, c'est pareil avec n'importe quel autre sport. Ou, ouais. Bien sûr. Ah oui, moi, je peux le transposer très facilement à la randonnée, par exemple. Tu sais, Exactement. Quand tu randonnes, par exemple, en moyenne montagne ou en haute montagne, bon, bah, tu vas avoir peut-être 1000-1500 mètres de dénivelé positif pour monter tout en haut d'un col. Donc là, c'est toute la partie qui, pour beaucoup de personnes, peut être un peu pénible. Mais quelle satisfaction, en fait, arriver en haut. Et ça, après, ça t'aide dans ta vie de tous les jours. Ouais.
Ça t'apporte Ouais, beaucoup de confiance, hein. C'est vrai qu'on peut le transposer quand même dans beaucoup de sports, je trouve, dans beaucoup de pratiques, sous condition que cette pratique-là nous fasse kiffer, hein, bien évidemment, et qu'on ait envie en fait de la pratiquer assez régulièrement. Parce que force est de constater que moi j'ai quand même beaucoup de potes autour de moi qui ont des activités, on va dire sportives diverses et variées, mais qui sont du coup plutôt persévérants dans ce qu'ils font. Ça veut pas dire qu'ils sont très bons, hein, mais qui sont oui, persévérants. Et je vois bien en fait tout l'équilibre que ça peut apporter. Moi, c'était le Kung Fu à l'époque, j'en ai fait pendant 14 ans aussi. J'ai vu comme ça a été une école de la vie pour moi. Donc peut-être que c'est quelque chose d'ailleurs qu'on pourrait transmettre aux gens qui nous écoutent. C'est d'essayer du mieux qu'on peut, peut-être de trouver, tu vois, un support comme ça. Ça peut être, je sais pas, de la poterie, faire de la collection de timbres, peu importe ce que ouais, c'est, mais quelque chose qui vient te challenger aussi quelque part, ouais. quoi. J'adore parce que exactement quelque chose que tu aimes faire et qui vient te challenger parce que moi le surf, ce que ça m'apporte aussi, notamment en Afrique du Sud, parce que Sénégal c'est facile, il fait 30 degrés, l'eau est chaude, on surfe en bikini, voilà, tu vois les vagues et tout de suite tu prends ta planche et t'y vas. En Afrique du Sud, l'eau est froide, d'autant plus que nous, on y est en été en Europe, donc comme c'est l'hémisphère sud, les saisons sont inversées, c'est l'hiver sud-africain. Et donc, c'est mieux parce que les vagues sont meilleures, mais l'eau est froide. Et ça demande aussi, et moi, ça m'aide, tu vois, à puiser dans cette notion de discipline et d'engagement Et ouais. parce que ça demande d'aller dans l'eau froide, d'y retourner et d'apprendre finalement, moi ce que ça m'apprend aussi beaucoup, c'est à supprimer, tu sais, ce moment où le mental finalement te résiste en fait, alors que tu sais que c'est bon pour toi. Et voilà, et donc moi ça m'apprend aussi ça quelque part, cette discipline intérieure, parce que ce que je me dis à ce moment-là, c'est que je m'engage pour moi, mais à un niveau supérieur, tu vois, je me connecte à comment est-ce que je vais me sentir après avoir fait cette séance de surf, comme voilà, encore une fois, on pourrait le transposer à d'autres choses. Et ça m'aide en fait de le voir comme ça, de me connecter à cette version un petit peu du futur et presque, tu vois, aussi de mon futur moi en me disant, je sais quelles sont les qualités d'être que j'ai envie de développer pour pouvoir continuer à créer en fait sur mesure un peu cette vie comme ça de voyage, d'aventure, d'entrepreneuriat. Et ça me demande en fait de cultiver cette discipline intérieure. Et donc des fois quand j'ai un peu la flemme, quand je me dis oh là là ça va être froid, je me dis qu'est-ce que la future moi ferait? Et je sais que la future moi, elle ne rate aucune occasion de surfer et d'aller dans l'eau froide. Et donc voilà, un sport comme ça, tu vois, ça peut aussi nous aider à développer des qualités qui vont nous servir dans des projets, que ce soit des projets d'écriture, de podcast, d'entrepreneuriat, quoi que ce soit. Ça nous aide à développer des qualités d'être précieuses. Ah oui, complètement. Moi, c'est ce que je dis. J'en parle aussi dans mon livre, hein, C'est quoi le bonheur pour vous? Bien évidemment, ce sont des qualités qui nous aident après dans notre vie personnelle et professionnelle. Et j'aime bien l'exemple que tu donnes avec le surf, que je pourrais transposer aussi, par exemple, avec le vélo. Moi, j'aime bien faire du vélo. Alors, même si j'habite à Montpellier en hiver, parfois, il fait quand même très froid. Et tu vois, moi, je suis au 3e étage d'un immeuble et donc, il faut que je porte mon vélo. Et donc, quand il fait froid, il faut que tu mettes tes gants, ton bonnet, tout, etc. et que tu ailles faire du vélo. Et donc, je reviens sur ce que tu disais. Il y a plein de fois où j'ai pas envie. J'ai juste envie de rester chez moi, de me faire un petit chocolat chaud chantilly, tu vois, tranquille. Mais je sais en fait que quand je vais aller faire cette petite session d'1 heure de vélo, je sais comment je vais être quand je vais revenir. Et en fait, c'est ce gars-là, en fait, c'est ce Julien que je cherche, parce que je sais que mon énergie, elle va être complètement différente, ma créativité va être différente, enfin, socialement aussi, l'impact que je vais avoir sur les gens autour de moi va être complètement différent. Et c'est ça qui est bon, en fait, et à transmettre justement aux gens autour de nous, c'est de trouver, une fois de plus, cet outil, tu sais, qui t'apporte de l'énergie, de la vitalité et qui te permet de te transformer, mais de manière très, très positive, quoi. Ouais, complètement. Et de trouver aussi, moi j'aime bien cette idée d'apprendre à être confortable dans l'inconfortable. Tu vois, pour moi, ça c'est vraiment quelque chose qui est important. C'est aussi pour ça, tu vois, que j'aime l'aventure, parce que l'aventure, par définition, c'est inconfortable. On ne sait pas où on va, on a un petit peu des galères comme ça qui surviennent, et c'est apprendre à aimer ça, apprendre à être de plus en plus à l'aise avec tu vois, le fait de danser comme ça dans ce mouvement de la vie. Et c'est ça, et pour moi, ça prend. J'étais pas comme ça, tu vois, quand j'avais 15 ans, 20 ans, c'est vraiment venu parce que j'ai pratiqué et parce qu'à un moment donné, je me suis dit, oui, là, c'est inconfortable. Oui, là, faire ce live, donner cette conférence, oser être entrepreneur, oser, etc. Oui, c'est inconfortable, mais j'apprends à être à l'aise avec les sensations de la peur. J'apprends à être à l'aise avec les sensations de l'inconfort et à savoir que je suis capable de les traverser. Je peux être à la fois celle qui est challengée et celle qui se fait traverser le challenge avec grâce, avec confiance, avec détermination.
Et ça s'apprend, tu vois. Et pour moi, ça, c'est hyper important de le dire parce que sinon, tu as raison, des personnes qui nous écoutent pourraient se dire « Ah oui, mais moi, j'ai pas cette qualité-là, donc je peux pas. Ah oui, mais moi, je suis pas disciplinée, donc je peux pas. Ah oui, mais moi, j'ai pas confiance en moi, donc je peux pas. » Mais non, tout ça, ça se tisse et ça se renforce. Et plus on ose en fait aller vers ce qui nous fait vibrer. Et comme tu dis, il prend son vélo le matin, l'hiver, il fait froid, etc. J'y vais, je me prouve en fait en permanence que je suis capable d'y retourner. Et bien c'est ça aussi qui contribue à forger cette confiance en soi, parce qu'on se prouve qu'on est capable de compter sur soi. Ah, tout à fait. Alors par contre, ce qui est sûr et ce qu'il faut souligner, c'est que ça demande du temps et de l'énergie. Bien évidemment, les choses n'arrivent pas comme ça. Donc j'aime bien moi le mot discipline. Toi aussi, je vois que tu l'emploies, on en avait parlé d'ailleurs aussi sur ton podcast. Et c'est vrai que quand je parle de discipline autour de moi, les gens ont beaucoup de mal avec cette notion. C'est plus doux, paraît-il, de parler de rituel, tu vois, par exemple. In fine, on parle exactement de la même chose. Et je crois que vraiment, un des ingrédients, c'est la discipline. Mais tu vois bien peut-être aussi autour de toi qu'une grande partie de la population a du mal à être disciplinée. Ils vont commencer quelque chose, puis après, assez rapidement, ils vont l'arrêter. Est-ce que tu as des tips comme ça peut-être pour aider les gens qui aimeraient justement être disciplinés, tu vois, qui rêveraient d'avoir cette hygiène de vie? Ouais. Pour moi, la première chose qui peut aider pour faire grandir cette discipline à l'intérieur de soi, c'est d'avoir une vision qui est claire. Parce que quand on sait où on va, ça va être beaucoup plus facile. Et quand on sait pourquoi est-ce qu'on y va, tu as vraiment ce pourquoi qui est très ancré à l'intérieur, ça va être plus facile de se donner les moyens d'aller en chemin. Ça va être plus facile de traverser quand il va y avoir des tempêtes, parce qu'il va y en avoir, et de comprendre aussi vraiment à presque, tu vois, les aimer, parce que c'est aussi là qu'on va apprendre des choses, c'est aussi ce qui va nous permettre de rencontrer des zones d'ombre, des choses qu'on n'avait pas vues, de renforcer sa résilience, etc. Donc moi, je dirais, le fait d'avoir une vision, ça m'aide beaucoup. Le fait de me connecter à la future version de moi, donc de me connecter à moi à un niveau supérieur, ça m'aide. Et ce qui m'aide énormément, et ça pour moi c'est aussi une des clés de l'entrepreneuriat durable, c'est de m'entourer d'un écosystème soutenant autour de moi. Et ça, qu'on soit entrepreneur ou encore une fois qu'on ait un objectif sportif, peu importe, le fait de s'entourer de personnes soit qui vivent la même chose que nous au même moment que nous, donc plutôt des pairs, soit de s'entourer de mentors, de coachs, moi ça m'aide énormément, ou même d'un partenaire de responsabilité, tu vois, quelqu'un qui va me dire allez là, on y va à cette séance de surf, il fait froid mais c'est pas grave, on va y aller, là on va y aller donner cette conférence, ou ça m'aide parce que je sais que d'un seul coup, je vais être redevable, tu vois, envers quelqu'un. Et pour moi, une des grandes clés qu'on peut aussi développer pour s'aider en fait à aller dans le chemin de sa vision, c'est d'apprendre à créer un écosystème autour de soi qui soit un écosystème soutenant, nourrissant et qui va nous permettre en fait d'aller de l'avant. C'est toute la magie de la vie parce que autant on dit, alors là, il y a deux versions, mais autant on dit qu'on ne choisit pas sa famille. Et certains disent que si, au contraire, on l'a choisi. Ça, c'est pour les deux versions. Et puis, autant on dit, on choisit nos amis. Et là, évidemment, je pense on peut considérer quand même qu'on peut choisir nos amis. En tout cas, on peut essayer du mieux qu'on peut de s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Ça, c'est faisable. Mais pour autant, force est de constater que c'est aussi compliqué quand même pour beaucoup de personnes, tu vois, de savoir bien s'entourer. Moi, par exemple, alors, je dis pas que c'est compliqué pour moi, mais enfin si, d'ailleurs, peut-être que ça l'a été, mais j'ai vu qu'au fur et à mesure du développement de mes activités, quand j'ai commencé, bien évidemment, je pouvais pas te faire tout seul, donc il fallait que je m'entoure de personnes, tu vois, qui vibrent comme moi, qui soient comme ça, comme moi, etc. Mais j'ai vu le temps que ça m'a mis. Ça a été extrêmement long, en fait, tu vois, de trouver vraiment parce que moi, je bosse essentiellement avec des prestataires de services, et donc de trouver, en fait, ces acteurs qui sont comme moi, d'une certaine manière, qui sont alignés, en fait, avec qui je suis, et qui sont très bons dans leur domaine d'activité. Donc ça, c'est le côté pro. Crois-moi, ça a été un vrai challenge. Et je ne sais pas si ça a été le cas aussi pour toi, si ça l'est encore aujourd'hui. Oui. J'aime beaucoup ce que tu dis et ça me fait penser, tu vois, à quelque chose que j'ai oublié de dire sur la discipline. Moi, quelque chose qui m'aide beaucoup aussi, c'est de prendre mes projets au sérieux. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont de la difficulté à être disciplinées parce que les grands rêves, les grands projets, en général, on les fait un petit peu passer à la trappe. Et dans cette notion de gestion du temps, il y a un outil qui est très connu, qui est la matrice d'Eisenhower, avec ce qui est urgent, important, non urgent, non important, etc. Et pour moi, la grande case oubliée qu'on n'a pas compris, c'est la case de ce qui est important, non urgent.
Et c'est important de comprendre que tous nos rêves et tous nos projets sont dans cette case-là, parce qu'il y aura toujours des choses qui seront plus prioritaires, il y aura toujours des mails en retard, des personnes qui nous sollicitent. Donc c'est comment est-ce que je fais de l'espace pour ce qui compte pour moi. Et ça demande d'apprendre à créer ce que moi j'appelle un agenda de créateur au lieu d'un agenda de manager. Donc vraiment faire le tri, créer de l'espace en fait pour les projets qui nous tiennent à cœur. Et ensuite d'apprendre à s'entourer, d'apprendre à déléguer. Et c'est quelque chose qui est difficile, notamment pour beaucoup de femmes, parce qu'on a un petit peu appris, tu sais, le fait de devenir quelqu'un un peu de fort, d'indépendant, etc. Et donc on a de la difficulté à s'appuyer finalement sur les autres, à lâcher prise, à faire confiance. Or, il y a tellement de sagesse et il y a tellement de puissance dans le fait de co-créer et de s'entourer des personnes qui vont pouvoir être dans leur zone de génie pendant que nous, on est dans la nôtre. Et pour moi, c'est comme ça en fait qu'on arrive à, comme tu le dis, regarde tout ce que toi tu crées aujourd'hui. En fait, c'est aussi possible parce que tu t'es entouré. Et moi, c'est pareil. Avant, ça m'aurait paru impossible d'avoir une entreprise et un podcast et la vie de voyage que je mène. Là, je commence à écrire aussi un livre sur l'entrepreneuriat durable. Et tout ça, c'est possible parce que plus j'avance, plus je m'entoure. Et donc oui, évidemment, pour moi, ça en fait aussi partie. Et ça demande vraiment de repenser sa relation au temps. Et là, tu vois, encore une fois, le fait de vivre, moi, sur le continent africain, j'ai énormément revu ma relation au temps. Et je ne le vois plus du tout comme quelque chose à rentabiliser, à optimiser. Mais c'est vraiment cette idée d'apprendre plutôt à danser avec le temps, à être davantage dans la présence, à rester plus focus sur ce qui nous fait profondément vibrer et à faire le tri, en fait, avec le reste, voire le déléguer. C'est un peu surfer, finalement. C'est surfer. C'est vraiment un chemin, c'est un apprentissage, c'est un équilibre, tu vois, permanent. Mais ouais, c'est carrément surfer, ouais. Et c'est là où c'est génial, parce que c'est là que tu es dans cet état de grâce, de flow. Et la discipline, tu vois, pourquoi est-ce que c'est autant décrié? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la discipline, c'est passer en force. Alors qu'en fait, pas du tout. Moi, je le vois vraiment plus, tu vois, dans cette notion presque un peu plus d'énergie féminine. Encore une fois, quand tu es connecté à ta vision, quand tu apprends à être soutenu, quand tu danses avec le temps, en fait, c'est transformer, encore une fois, le regard qu'on porte sur les choses. Et on peut transformer le regard qu'on porte aussi sur la discipline. Bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce que tu entends par entrepreneuriat durable? Merci pour ta question. Pour moi, entreprendre durablement, ça va vraiment être le fait de concilier l'impact, la prospérité économique et l'écologie personnelle. Je vois beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui se lancent dans l'entrepreneuriat un peu avec les filtres ou les biais du salariat, où finalement on est parti pour pouvoir justement avoir le loisir d'organiser son temps, avoir la main sur son agenda, pouvoir être dans une activité qui nous inspire, qui correspond à notre mission, en tout cas à l'impact qu'on a envie d'avoir dans le monde. Et pour autant, on va se réenfermer dans d'autres cases qu'on va se créer soi-même. Et dans lesquels on va se retrouver finalement par s'épuiser. Ou beaucoup de personnes qui créent des projets qui ont de la valeur, qui arrivent même parfois d'ailleurs d'autres métiers qui étaient des métiers plutôt sociaux, etc. et qui vont avoir de la difficulté à mettre un tarif sur leurs prestations, mettre un tarif juste sur leurs prestations. Et donc finalement, moi ce que je trouve dommage, c'est que énormément de gens qui ont envie de contribuer au monde se retrouvent finalement soit à s'épuiser, soit à se brader, soit à se sacrifier parce qu'on va faire passer les autres avant, parce qu'on va vouloir créer pour tout le monde, tu vois, aider tout le monde, alors qu'en fait on ne peut pas aider tout le monde, être un petit peu dans ce syndrome du sauveur. Et donc pour moi, c'est vraiment revenir à sa juste place et créer une activité, donc évidemment pour moi qui a de l'impact, ça va de soi, mais aussi qui nous permettent de pouvoir honorer notre temps et notre énergie. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à avoir un agenda qui est plus spacieux, donc qui va nous permettre d'être à l'aise financièrement, parce que la pérennité de notre projet, encore une fois, dépend de la pérennité économique du projet. Et puis, elle dépend aussi de la pérennité du porteur de projet. Et donc, comment est-ce qu'on apprend aussi à créer une activité qui soit écologique pour soi, qui respecte notre temps, qui respecte notre énergie, dans laquelle, en fait, on comprend que notre énergie, c'est notre outil de travail numéro 1.
Et d'autant plus pour les personnes qui ont à cœur d'aider les autres, pour les entrepreneurs du bien-être, pour les personnes qui ont envie d'avoir un impact, notre énergie, c'est notre outil de travail numéro 1. Donc, c'est arrêter de culpabiliser quand on prend du temps pour soi, quand on prend du temps pour aller en vélo à la plage, quand on prend du temps pour faire son yoga face à l'océan, pour aller se faire masser, pour tout ce qui va nous donner de l'énergie, parce que c'est ce qui fait qu'on va pouvoir en donner aussi aux autres. Donc voilà, tu vois, pour moi, c'est toute cette vision-là, de grandir aussi de façon organique, de pouvoir renforcer son sentiment de sécurité intérieure, son ancrage, pour traverser les cycles, pour traverser les saisons, parce que entreprendre durablement, ça signifie, il y a pour moi aussi cette notion de, tu vois, de durabilité dans le temps, et donc c'est peut-être apprendre à se réinventer, moi j'aime bien parler tu vois, d'entreprendre au service du vivant en soi et autour de soi. Pour moi, le but de nos activités, c'est qu'elles nous rendent profondément vivants. Parce que c'est ça qui va permettre le fait que ça dure, tu vois, c'est qu'on reste connecté à cette énergie de vie. Et donc, ça passe aussi par le fait de faire coexister toutes les parts de soi dans son entreprise. Voilà, tu vois, c'est toute une vision, tout un ensemble que j'adore transmettre. J'ai créé cette année un programme sur l'entrepreneuriat durable que je pense redonner en fin d'année. Et je commence aussi à écrire sur ce thème. Parce que pour moi, le monde a besoin de personnes qui s'engagent, tu vois, qui mettent leurs talents, leurs compétences au service de la société, au service de l'environnement. Mais pour que tout ça puisse être vraiment efficace et pérenne, on a besoin de transformations qui soient durables. Et donc, on a besoin de venir apprendre, en fait, à déployer ces qualités d'être, un petit peu, tu vois, dont on a parlé tout au fil de notre échange, pour pouvoir, en fait, créer ces impacts qui soient durables dans le monde. Oui, puis ce qui est chouette, c'est qu'on est tous complémentaires les uns avec les autres. Donc, Oui. on a vraiment un terrain de jeu qui est juste génial à mettre en place. Quand tu parles de réussite économique, j'aimerais juste qu'on fasse une aparté parce que je trouve que la réussite économique, elle est très dépendante d'un individu à un autre. Moi, j'ai beaucoup de potes autour de moi, par exemple, qui ont des grosses entreprises, tu sais, avec 200, 300 salariés, ils font quelques millions de chiffres d'affaires. Ça, c'est leur choix, en fait, c'est leur réussite à eux, on va dire, économique. Et moi, j'ai pas fait ce choix-là. J'ai plutôt fait le choix de vivre, justement, d'avoir 6 mois de l'année où je me balade un peu partout dans le monde, etc. C'est quoi, en fait, pour toi, une réussite économique ? J'adore. Déjà, pour moi, la notion de réussite, encore une fois, elle est à définir par chacun d'entre nous. Qu'est-ce que la réussite pour moi ? Et du coup, pour moi, la réussite, en tout cas, la réussite entrepreneuriale, tu vois, ce serait le fait de pouvoir avoir une activité, tout simplement, en fait, une activité qui puisse être à flot, qui génère suffisamment d'argent pour pouvoir être pérenne et qui nous permette d'avoir de l'espace pour ce qui compte pour nous. Donc, que ce soit prendre soin de nous, aller surfer, voyager, passer du temps avec notre famille, avoir du temps de qualité avec notre compagnon, notre compagne, et pouvoir, en fait, encore une fois, faire vivre, faire coexister toutes les parts de nous, pouvoir les exprimer. Et donc, c'est vraiment avoir, tu vois, pour moi, la vraie richesse, c'est quand on a assez, finalement. Et donc, c'est créer suffisamment d'argent pour que mon entreprise puisse durer et continuer à avoir l'impact qu'elle crée dans le monde. Évidemment, ne nous censurons pas. Si j'ai envie de créer plus, je suis légitime. Et évidemment, j'ai cette possibilité de créer plus. Et ça demande aussi de venir déconstruire beaucoup de choses en lien avec la réussite financière. Mais c'est pas obligé. Et c'est pas une finalité en soi. Et pour moi, quelque part aussi, tu vois, l'argent qu'on gagne, c'est aussi le reflet de l'impact que l'on a. Et donc, plus notre impact s'élargit, plus nos revenus vont venir aussi dans ce sens-là. Mais pour moi, c'est pas du tout le but. C'est le moyen de continuer à avoir un impact qui est de plus en plus important auprès de notre communauté, auprès de notre écosystème et de la société dans laquelle on vit. Mais moi, j'ai envie de dire, pour ceux qui aimeraient se lancer ou qui sont en cours de réflexion par rapport à ce qu'on est en train d'échanger, peut-être que ce serait intéressant de déterminer ses besoins, tu sais. Je trouve que donc, il y a les besoins de l'entreprise, mais il y a aussi ses propres besoins. Quelques exemples, il y en a par exemple, et il n'y a pas de jugement, il y a des besoins comme, je sais pas, rouler en Ferrari, avoir une grosse maison de 300 mètres carrés avec vue sur la mer, peu importe ce que c'est, tu vois, on a chacun des besoins. D'autres vont avoir des besoins beaucoup plus simples, manger, dormir, etc. Je pense que c'est important de se poser cette question. C'est un peu comme la question « c'est quoi le bonheur pour vous ?» D'ailleurs, je trouve qui est vraiment importante. C'est quels sont mes besoins ? J'ai besoin de quoi, moi, dans ma vie de tous les jours, autant qu'auto-entrepreneur, par exemple, pour être bien, en fait, pour être heureux, pour être bien et me sentir aligné avec qui je suis.
Ouais, complètement. Et parfois, il y a des personnes qui ont peur, tu vois, finalement, de se reconvertir, de se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'elles ont peur de perdre le train de vie qu'elles avaient avant. Donc déjà, potentiellement, on peut gagner mieux sa vie que quand on était salarié. Moi, c'est mon cas. Mais aussi, on peut changer quelque part son mode de vie, finalement, trouver un mode de vie qui nous correspond davantage. Peut-être qu'on payait un loyer faramineux en région parisienne et que finalement, on va se dire, moi, j'ai envie de vivre proche de l'océan ou j'ai envie de vivre davantage à la campagne, pouvoir aller me balader en forêt. Et au lieu d'aller passer son samedi après-midi à dépenser et faire du shopping, on va aller se balader à la mer, on va aller faire du vélo, une randonnée en forêt, en montagne, et se rendre compte que finalement, ça nous remplit davantage, tu vois, le cœur, le corps, ça nous nourrit finalement sur tous les plans. Et finalement, il y a une phrase qui dit, tu sais, le superflu est onéreux, mais l'essentiel est offert. Et moi, ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup quand je vis notamment au Sénégal, parce que je vis dans un village donc de Basse-Casamance, qui est la plus belle région du Sénégal, qui est la région la plus au sud, mais c'est aussi la plus pauvre. Et c'est un petit village de pêcheurs au bord de l'océan, avec la brousse tout autour. On n'a quasiment pas de boutique. Il n'y a rien à acheter pendant 6 mois. Et pourtant, il y a une joie de vivre dans cet endroit-là. Et moi, je suis profondément heureuse quand j'y suis. Et les gens aussi, tu vois, sont profondément heureux. Et moi, ça aussi, ça m'aide tous les jours, c'est de comprendre que finalement, notre sécurité intérieure, et ça, c'est une erreur qu'on fait trop souvent, c'est de placer notre sécurité intérieure et notre liberté dans l'argent. Et de croire que l'argent va nous rendre plus en sécurité, plus libres, plus heureux, etc. Et moi, je le vois tous les jours, tu vois, avec mes amis sénégalais, qu'en fait, c'est pas le cas. Et on peut être en sécurité avec pas beaucoup d'argent. On peut être heureux avec pas beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont des Ferrari, qui gagnent des millions d'euros, mais qui ne se sentent pas en sécurité à l'intérieur d'eux, qui ont peur de le perdre, qui ont peur d'être volés, braqués, tout ce que tu veux. Et donc, c'est important d'apprendre, et pour moi, c'est aussi ça, vivre une vie de voyage, d'aventure. Encore une fois, c'est de connecter à cette sécurité à l'intérieur de soi. Et pour moi, c'est là, en fait, qu'on devient inarrêtable. C'est ce que tu disais, comprendre de quoi est-ce qu'on a besoin vraiment, et puis quelles sont les ressources que l'on a, parce que c'est ça, finalement, le véritable trésor. Et c'est et plutôt même, tu vois, d'ailleurs, que de gagner de l'argent, c'est de connecter à sa capacité, enfin, en tout cas, d'attendre des revenus de l'extérieur, c'est aussi de connecter à sa capacité à créer des revenus, à créer de l'argent. Et quand on sait en créer, c'est un peu ce que tu dis, on peut prendre un peu cette pause en pleine année, de se dire, là, pour moi, c'est important d'aller marcher, en fait, de créer de l'espace pour autre chose. Et je sais que quand le moment sera venu, je vais reprendre mon activité et ça va rouler. Ça demande d'avoir confiance. Oui, puis alors, il y a beaucoup de choses aussi à déconstruire autour de notre relation avec l'argent, la vision qu'on a de l'argent, Oui. surtout en France, j'ai envie de dire, parce qu'on a vraiment une relation qui est, qui est assez étonnante avec l'argent. C'est passionnant, tout ce qu'on se dit. Je vois que le temps file et j'ai une question que j'aimerais te poser avant qu'on termine. C'est quoi le bonheur pour toi, Tiffaine? Merci pour ta question. Pour moi, le bonheur, c'est s'autoriser à exprimer pleinement qui on est. Et encore une fois, cette idée de faire danser, coexister toutes les parts de soi dans sa vie, idéalement même aussi dans son activité professionnelle. Et c'est de s'autoriser, en fait, à aller vers ce qui nous rend vivants. Tu vois, ce qui nous rend vivants, ce qui nous rend vibrants. Et c'est vraiment ça, être dans cette qualité de présence avec la vie. Et ça va pour moi à la fois dans l'infiniment grand de répondre à l'appel, de vivre sa mission, sa passion, etc., à l'infiniment petit d'un coucher de soleil que tu vas savourer, d'une balade à vélo à travers la forêt, d'une conversation avec quelqu'un qui compte. Et c'est de danser, tu vois, dans cet infiniment grand, infiniment petit, mais toujours en étant dans la présence et connecté à ce qui nous rend vivants, au vivant en nous et autour de nous. Merci. Je trouve qu'il y a aussi une vraie connexion entre le bonheur et l'amour. L'amour, c'est un sujet qui me passionne depuis une trentaine d'années. Pareil. J'ai rencontré beaucoup de personnes, des chercheurs, des scientifiques, j'ai lu beaucoup de livres. Je trouve que l'amour est un vrai sujet. C'est quoi l'amour pour toi, Tiffaine? Waouh, c'est pas évident ta question. Moi, je fais souvent le parallèle entre l'entrepreneuriat durable et l'amour durable parce que je trouve qu'il y a plein de clés en fait qui se rejoignent et je le vois vraiment, tu vois, chez les personnes que j'accompagne. Et pour moi, alors qu'est-ce que c'est que l'amour? Je sais pas, pour moi, c'est une énergie de vie qui nous traverse et c'est être en connexion, tu vois, en connexion avec soi
parce que plus on est en connexion avec soi, plus on peut être en connexion avec les autres, avec le monde, avec ce qui nous entoure. Et pour moi, encore une fois, dans cette notion de comment faire, tu vois, pour que ça dure, c'est déblayer le chemin. Tu sais, c'est Rumi qui dit « Ne cherche pas l'amour, cherche les obstacles que tu as mis entre toi et l'amour ». Et donc, c'est déblayer le chemin, déblayer les peurs, les croyances, tout ce qui vient entraver finalement la libre expression de l'amour, la libre expression de ce que nous sommes, et de s'autoriser en fait à rester connecté en permanence à cette énergie de vie qui circule à travers nous. Et plus on s'autorise à être à l'écoute finalement de ce qui passe à travers nous, plus on peut oser exprimer qui on est, oser la grande aventure d'être soi et être connecté en fait à soi, aux autres et au monde. Merci Tiffaine. Comment on fait pour te contacter pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi? Eh bien, je dirais que le plus simple, c'est Instagram Tiffaine Gualda. On peut aussi me retrouver sur mon podcast, Oser l'aventure d'être soi, et sur mon site internet, Tiffaine Gualda, où je partage les différents accompagnements que je propose en individuel, le mastermind, le programme Entreprendre durablement. Tout est sur le site Instagram et le podcast. Top. Merci Tiffaine, merci pour notre échange. C'était passionnant. Je te souhaite une belle fin de journée, puis je te dis peut-être à très vite. Avec joie. Ciao, ciao. Ciao. Et voilà, les amis, c'était Tiffaine Gualda. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Toujours passionnant d'échanger avec des gens qui sont passionnés. Pour ma part, on va se retrouver, je pense, la semaine prochaine. On va parler de couple et d'amour. Un sujet, comme je vous le disais, qui me passionne et qui m'intéresse depuis une bonne trentaine d'années. J'imagine d'ailleurs écrire un livre sur l'amour parce qu'il y a tellement de choses à dire. J'espère que vous allez passer une belle fin de journée. En tout cas, mettez toute l'énergie nécessaire pour qu'elle soit belle, lumineuse, joyeuse et pétillante de joie. Je vais vous laisser avec une petite vidéo du coup qu'on a réalisée autour de l'écosystème C'est quoi le bonheur pour vous. Et je vous dis donc à très très vite. Je vous rappelle les dernières infos. Alors, on est en train d'organiser le 6e congrès Innovation en éducation qui va avoir lieu le 2 et le 3 novembre à Grenoble. Si vous voulez venir, vous tapez Congrès Innovation en éducation dans un moteur de recherche et vous tomberez sur le site. On programme le 2e congrès C'est quoi le bonheur pour vous le 12 et le 13 juillet 2025 à Arcachon. Et puis entre-temps, le 31 octobre, mon 2e livre C'est quoi le bonheur pour vous en quête de sens sortira un peu partout en France, dans toutes les librairies. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour prolonger l'expérience C'est quoi le bonheur pour vous et continuer votre cheminement sur la connaissance de soi, je vous invite vivement à lire mon livre C'est quoi le bonheur pour vous que vous trouverez dans toutes les librairies. Jouez et amusez-vous avec le jeu de cartes entre amis, avec des inconnus, dans le monde de l'entreprise, à l'école. Regardez le film C'est quoi le bonheur pour vous. Et surtout, prenez soin de vous. Je vous souhaite un merveilleux voyage vers vous-même.